Rien n'est vrai, tout est permis. Grâce à nos nouveaux camarades, on a les moyens de détourner les ondes pour apporter nos idées à un plus grand nombre. En plus, tu seras aidé dans ton travail de reconstitution de la carte mémoire. Et puis, que fais-tu? L'émission va bientôt commencer. Ouh, dis-moi mon cher Daniel, crois-tu en l'histoire officielle que l'on nous donne à la cité mère? Tu ne me payes pas assez pour que je réfléchisse à ça. Ah, je te ferai une augmentation pour que tu répondes bien sûr. Ok, je prends. Mais j'en ai aucune idée par contre, hein. Pourquoi cette question? Tu tombes dans le complotisme en fait? Au contraire, je crois qu'elle est le résultat de véritables travaux, mais sous la forme d'un prisme déformé. Ah, voilà, à partir d'aujourd'hui, nous allons rediriger les fréquences radio de la classe dirigeante vers celles du peuple. Attends, tu envisages de t'adresser à un public plus élargi? Pas sûr que les personnes restent sur nos ondes. Et je ne vois pas le lien avec l'histoire officielle d'ailleurs. Qu'importe, il faut commencer. Bonjour très chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur Vox Populi, la seule radio qui prend la parole aux privilégiés pour la redistribuer aux autres. Pour ce 4e épisode, nous allons nous intéresser à plusieurs voix. Croyez-vous en l'histoire qu'on vous apprend? Pour le découvrir, je vous invite à préparer les bons accessoires. Capuche, vision d'aigle et lame secrète. Écoutons les voix de la licence d'Assassin's Creed. Assassin's Creed est une franchise iconique de jeux vidéo, produite et développée par Ubisoft. Débutant en 2007, la saga connaît un succès commercial qui s'étend jusqu'à nos jours. Ce départ a permis la production d'un total de 13 jeux principaux, dont le récent Assassin's Creed Shadow. Il s'agit de jeux d'action et d'aventure à la troisième personne dont les mécaniques reposent sur de l'infiltration et de la découverte. Le joueur incarne un assassin qui doit s'infiltrer et exécuter diverses missions. S'il est question donc d'infiltration et de découverte, le gameplay s'illustre surtout avec les déplacements du personnage dans son environnement. Parcours, escalade et saut de l'ange. Une autre mécanique symbolique est la vision de l'aigle, qui permet au joueur d'observer son environnement. Une capacité à sonder les âmes comme Lucario, elle devient une véritable vue d'aigle. Depuis quelques temps, les jeux proposent des open world remplis de quêtes secondaires et de trésors à trouver. Tu te rappelles de l'époque où on t'invitait à jouer un assassin et qu'il fallait juste t'assurer d'être discret? Ah oui, cette fameuse époque où la tenue de ton personnage te permettait de te fondre dans une foule de moines. On en est loin. Même au début de Valhalla, le protagoniste se demande à quoi ça lui sert d'être discret. Bref, la franchise a réussi à se construire toute une marque, en échappant aux seules frontières du jeu vidéo. Nous y retrouvons des films, des courts-métrages, des romans, des figurines, et même le classique Monopoly revisité. Son imagerie s'est implantée dans les imaginaires, au point de retrouver le style capuche assassin parcours jusque dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ainsi, Assassin's Creed est une source importante de revenus. Ubisoft en a conscience, au point d'avoir eu des stratégies marketing plus que douteuses. Au milieu des années 2010, l'objectif était de sortir un jeu par an. Cela nous a donné droit aux productions les plus buggées et aux conditions de travail les plus épouvantes pour les prolétaires. Profitons-en pour rappeler que les équipes créatives derrière ces grandes licences vidéoludiques restent des travailleurs exploités, mais qui s'organisent. D'ailleurs, le 13 février de cette année, les travailleurs du jeu vidéo en France ont réalisé leur premier grand mouvement national. À l'appel des syndicats des travailleurs du jeu vidéo, ce sont plus de 1000 salariés dans 9 villes de France qui se sont mis en grève pour dénoncer la vague de licenciements qui touche le secteur. Parmi ces grévistes, nous retrouvons des travailleurs d'Ubisoft. Ubisoft a donc fait marche arrière, mais ne parvient toujours pas à abandonner sa vache à lait favorite. Après tout, le succès repose sur son concept. La saga est une invitation à découvrir plusieurs époques de l'histoire. En effet, chacun des épisodes et produits dérivés s'attache à une période. Des croisades en Proche-Orient au Japon féodal. Les joueurs ont vu défiler des contextes. Égypte des Ptolémées, guerre de 7 ans opposant France et Angleterre, la révolution industrielle du 19e siècle, des personnages, Richard Cœur de Lion, Léonard de Vinci, Barbe Noire, Karl Marx, et des événements mémorables, la peste à Athènes, Boston Tea Party, prise de la Bastille. Ce concept implique alors tout un processus de production sur lequel nous devons nous arrêter. Dans une interview de 2006, la productrice de jeux vidéo, Jade Raymond, annonce l'idée. Elle parle de fiction spéculative. L'idée est de proposer un scénario imaginaire sur fond de réalité historique.
C'est alors un travail de modélisation et de reconstitution qui est offert aux joueurs. Exigence d'authenticité et immersion totale sont les maîtres mots de l'entreprise quand il s'agit de jouer les assassins. Ainsi, aux côtés des métiers du jeu vidéo, développeurs, programmeurs, designers, créateurs de contenu et d'autres sont appelés des spécialistes en tout genre. Au cours des créations, les historiens, géographes et archéologues sont actifs pour aider dans la construction des sociétés passées et des environnements. L'idée est d'unir réalisme historique avec les mécaniques de gameplay. Les équipes de production se lancent dans des travaux d'enquête et d'exploration. Ils explorent et visitent différents lieux pour créer l'immense terrain de jeu attendu par les fans. Il s'agit de longs travaux de recherche à scruter des paysages, mais aussi des archives. N'oublions pas que l'histoire est pensée comme écrite. Des anecdotes se font connaître. Pour modéliser la seule Notre-Dame de Paris, le travail d'enquête a bien duré 6 mois. Un travail d'enquête que l'on doit à Caroline News, senior level artist, qui a travaillé en étroite collaboration avec des historiens. Ou encore les développeurs de Assassin's Creed Origins qui se sont basés sur les travaux de l'architecte Jean-Pierre Houdin et de l'égyptologue Bob Breyer pour conceptualiser une grande chambre dans la pyramide de Khéops. Anecdote marrante, car une chambre secrète a été découverte quelque temps après la sortie du jeu. Alors imaginez le travail immense pour des villes entières. Avant d'explorer les histoires qui se cachent derrière la saga, il est important de rappeler que l'objectif premier du jeu est d'être jouable. Ainsi, la réalité historique voulue se plie, et cela s'entend, aux exigences de gameplay nécessaires pour rendre le jeu divertissant. De plus, nous ne connaissons l'histoire qu'à travers des sources, et ces sources remplissent autant l'histoire que les poissons remplissent les mers et les océans. Laurent Turcot, professeur de l'Université du Québec, le rappelle très bien lors d'une interview au sujet de la production de Assassin's Creed Unity. L'histoire est faite de trous. Bon, les équipes créatives sont libres de remplir ces trous avec ce qu'elles souhaitent. Les zones d'ombre deviennent les lieux privilégiés pour faire agir les personnages qui, par définition, n'ont pas laissé de traces de leur passage. Il s'agit pour Ubisoft de toucher et de divertir un public varié. Il est plus aisé de simplifier les déroulements afin de ne pas perdre le joueur. Je peux vous garantir que Assassin's Creed Odyssey aurait été difficilement jouable s'il fallait absolument connaître les origines de la guerre du Péloponnèse, le contexte du jeu, pour lancer le joueur dans le récit. Précisons aussi que le berceau étant la branche québécoise d'Ubisoft, les travailleurs ont eu davantage de ressources et de connaissances pour nous conter aisément des aventures en Amérique du Nord, et cela aura son importance. Et pour les joueurs qui le souhaitent, vous avez toujours accès à l'encyclopédie consacrée à la période pour en apprendre davantage. Encyclopédie qui a aussi une utilité à l'intérieur même du récit. Elle se construit au fur et à mesure des épisodes, en parallèle de l'histoire même de la saga. Une sorte de Pokédex historique. En parlant de récit, il est temps pour nous de conter l'histoire de la saga. Allez prendre de quoi boire et manger, car vous vous apprêtez à entreprendre un voyage dans le lore le plus rocambolesque de l'histoire des jeux vidéo. Auditeurs et auditrices, pour explorer la genèse du monde de Assassin's Creed, nous avons fait appel à un spécialiste. Nous vous présentons Danny Blast, explorateur des mondes. Et yo l'équipe, bien ou bien? Mais bien. Très bien, cher Danny. Pouvez-vous conter à notre public la genèse de ce monde ? Ma foi, oui. Je m'en souviens comme si c'était hier. D'ailleurs, je suis allé visiter ce monde hier en fait. Mais là n'est pas la question. Comme d'habitude, le point de départ de cet univers est ancré dans une civilisation ancienne, le peuple des Issus. À ne pas confondre avec Jesus ou avec Issou ou... Ah, commence pas toi. On n'est pas dans un épisode de Prometheus censé durer 4 heures. Dépêche-toi d'expliquer avant qu'on se lasse de ton idiotie contagieuse. Les Issus sont un peuple doté d'une technologie avancée et de capacités psychiques très développées. Imaginez un peu des dieux futuristes avec une grosse inspiration gréco-européenne. Leur pouvoir et leur technologie leur ont permis de créer de nombreux artefacts au pouvoir cosmique, mais aussi de donner naissance à nos très chers êtres humains. Évidemment, pour ne pas changer, les humains ont été traités comme une main-d'œuvre servile des dieux. Un peu comme les petits gens qui fabriquent vos paires de baskets et vos sneakers d'ailleurs. Cependant, une partie des Issus a commencé à s'opposer à cet esclavage et a débuté la création d'espèces hybrides entre Issus et humains. L'apparition des hybrides fut à l'origine même du libre arbitre de l'humanité, entraînant un point de bascule. En tant que couple d'hybrides, Adam et Ève vont taper leur meilleur remake de Bonnie et Clyde en créant une révolte et en volant la pomme d'Éden, le fameux fruit défendu de ce best-seller qu'est la Sainte Bible. Un grand conflit éclata alors, opposant les humains à leur créateur. Parmi tous les dieux, 3 d'entre eux refusèrent de faire la guerre aux humains. Il s'agissait de Minerve, Junon et Jupiter. Et leur objectif premier était d'éviter qu'une éruption solaire détruise l'humanité. Malgré leurs efforts,
Ils ne trouvèrent aucune solution pour stopper la bataille entre humains, hybrides et divinités. Dans sa mission désespérée, Minerve créa l'œil, un artefact doté d'un pouvoir de générer un bouclier protecteur autour de la Terre. Junon, quant à elle, fut submergée par le chagrin de la mort de son mari pendant la guerre. Elle décida de piéger l'œil pour asseoir un contrôle total sur l'humanité, et cela à l'encontre de l'avis de Minerve et Jupiter. Ces deux derniers avaient pris connaissance de la venue d'une éruption solaire dans le futur. Minerve et Jupiter prirent donc la décision déterminante en choisissant de sacrifier la civilisation actuelle dans l'éruption solaire pour permettre de mettre les générations à venir en garde. À la suite de ce drame antédiluvien, seul un petit groupe d'humains a survécu au cataclysme et demeura donc sur la planète. Sacré Deus Ex Machina. Je suppose que ce genre de situation extrême n'a pas du tout aidé à corriger l'ego surdimensionné des humains. Quand on regarde leurs créateurs, ils ont clairement de qui tenir. De la même manière qu'un château en Lego après un goûter d'enfant de maternelle, les humains ont dû rebâtir une civilisation à partir des cendres fumantes de la précédente. Les Isu, quant à eux, continuèrent à vivre dans des temples disséminés un peu partout sur la Terre. Minerve et Jupiter ont poursuivi leur mission et utilisé ces temples pour prévenir les civilisations futures de la prochaine éruption. C'est ainsi que Minerve entra en contact avec Desmond à travers son ancêtre, Ezio Auditore, en 1499. Hélas, Junon n'avait pas non plus renoncé à son plan. Elle planifia de même que ses ennemis dans le but de répandre, pérenniser et imposer sa domination. Aujourd'hui, elle cherche encore à prendre le contrôle de l'humanité par-delà les frontières du temps et de l'espace. Le cœur du scénario réside dans la confrontation entre deux camps, l'Ordre des Templiers et la Confrérie des Assassins. Les premiers sont en quête des artefacts. Ils ont pour objectif d'utiliser leur pouvoir pour contrôler l'humanité. Les Templiers s'immiscent dans les affaires politiques des divers temps et lieux. En réaction, la Confrérie des Assassins, eux, combattent et défendent le principe de libre arbitre. Voyageons un peu. Dans le premier épisode, les joueurs incarnent Altaïr, un assassin opérant durant la Troisième Croisade. Il a pour mission d'assassiner des personnalités influentes, qui sont toutes des Templiers. À la fin de l'histoire, les joueurs découvrent que votre chef assassin convoite lui-même un artefact d'Eden. À partir de Assassin's Creed 2, c'est l'histoire d'Ezio Auditore qui nous est contée. Plusieurs contextes historiques servent de terrain de jeu. L'Italie de la Renaissance, avec l'emblématique confrontation face aux Borgia, une famille influente des cités italiennes, qui d'ailleurs s'avère être un nid à Templiers. L'histoire de Ezio finit à Constantinople, capitale impériale passée aux mains des Ottomans depuis 1453. Après Ezio, on part pour le Nouveau Monde. Ce qui est connu comme l'épopée des Kenway est une histoire de famille s'étalant sur plusieurs jeux. Edward Kenway, premier du nom, protagoniste central de Assassin's Creed 4 Black Flag, est un pirate des Caraïbes, mais aussi un assassin. Son fils, Hightam Kenway, lui, est un Templier. Il assure la mainmise de la couronne britannique sur les colonies américaines. Il sera épaulé par Shay Cormac, un ancien assassin passé à l'autre camp et protagoniste du jeu Rogue. Alors que tout semble rouler pour les Templiers, un assassin apparaît. Connor Kenway, personnage principal d'Assassin's Creed 3, adopte le credo. Il est le fils d'une native d'Amérique et de Hightam. C'est avec lui que les joueurs exploreront les affres d'une guerre d'indépendance, moins manichéenne qu'il n'y paraît. Par la suite, Ubisoft s'envole dans les grandes capitales européennes pour deux opus, Unity et Syndicate. Le premier nous conte l'histoire de Arnaud Dorian, un noble luttant contre les Templiers en plein cœur de Paris. Le deuxième est l'histoire des jumeaux Fry qui veulent libérer Londres de l'emprise des Templiers. Mais c'est dans ce jeu que tu rencontres Karl Marx, non? Tout à fait! D'ailleurs, les Templiers sont des capitalistes. Tu as même leur chef qui t'explique tous les mécanismes du système là. Mais bon, comme on pouvait s'attendre d'Ubisoft, ton objectif ne sera pas de créer le grand parti des travailleurs. Désormais, la saga nous offre des contrées plus anciennes. Le coup de force a été de stopper la chronologie pour remonter à l'origine des deux ordres. Au départ, Assassin's Creed Origins, dans lequel il est question de Bayek, un assassin en quête de vengeance. C'est le moment de rencontrer les habitants de l'Égypte, pris en tenaille dans un conflit opposant différents généraux romains bien connus. Par la suite, Odyssée avec l'histoire de Cassandra, une descendante des dieux, oui, qui participe à la guerre du Péloponnèse, opposant Sparte et Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Les deux épisodes que sont Valhalla et Mirage sont des retours aux sources. Fini les origines sans fin des deux ordres, il est de nouveau possible d'incarner un assassin qui confronte l'ordre des Templiers. Valhalla prend place dans le contexte des conquêtes vikings en Angleterre du 9e siècle. Contexte qui est d'ailleurs familier aux amoureux de Vinland Saga. Mirage se déroule dans la même période, mais dans un autre lieu. Bienvenue à Bagdad, carrefour commercial du monde à l'époque. Et après 12 jeux, Ubisoft part pour l'Extrême-Orient. Le jeu qui sort dans quelques jours, Assassin's Creed Shadow, est une attente pour de nombreux fans. Bienvenue dans le Japon féodal. C'est au bout de cette longue histoire que commence celle de Desmond Miles.
C'est un homme de 25 ans qui mène une vie simple derrière le bar d'un petit établissement à New York. L'aventure commence en 2012, quand Desmond se fait capturer par Abstergo, une entreprise pharmaceutique appartenant vous l'avez, aux Templiers, oui c'est ça. Elle utilise une nouvelle technologie, l'Animus, permettant de voyager dans le temps. Comment me direz-vous ? Eh bien simplement en décodant le code génétique d'une personne. Parce que la découverte du siècle, c'est que les gènes servent d'archives de la mémoire de nos aïeux. Ce qui est fort pratique car Desmond, d'apparence simple, est le descendant d'une longue lignée d'assassins, effectivement. Ces retours dans le temps permettent donc à Abstergo, donc les Templiers, de retrouver les artefacts d'Eden. Desmond parvient à s'échapper de l'emprise d'Abstergo avec l'aide de la confrérie des assassins, ce qui est fort pratique. Il continue d'explorer l'histoire de ses ancêtres et entre en contact avec Junon et Minerve. Mais oui, les Issous dont a parlé Danny juste avant. Dans Assassin's Creed 3, il est confronté à un choix. Ou bien libérer Junon pour sauver l'humanité de l'éruption solaire, ou laisser l'humanité périr et devoir rebâtir la civilisation. Desmond décide de se sacrifier et de libérer Junon. La fin de l'histoire ? Alors en réalité, oui. Assassin's Creed 3 aurait dû être le dernier jeu de la saga. Mais bon, les appétits capitalistes en ont décidé autrement. À partir de Black Flag, vous jouez un employé d'Abstergo, oui les Templiers, dont l'objectif est d'explorer la mémoire de Desmond pour créer un jeu vidéo. Et ouais, on l'a pas oublié cette mise en abîme, t'inquiète. Bon, après, l'histoire se répète, vous jouez toujours l'anonyme utilisé pour retrouver et libérer Junon. Comme par hasard ! Attends, elle ne devait pas libérer celle-là ? Oui, mais elle est trop faible, donc des gars, qui sont la réincarnation de son mari mort, cherchent un moyen de la sauver. Bon, en vrai, si je comprends bien, Ubisoft a juste besoin d'une excuse pour continuer à exploiter sa licence jusqu'à l'os, quitte à tirer artificiellement la méta-histoire. Non mais attends, ton personnage anonyme aide toujours les assassins pour arrêter les Templiers, contrôlé par Junon, qui veut recréer un Issou. Après, il y a Layla Hassan, c'est une archéologue qui travaille pour Abstergo, donc pour les Templiers, donc pour Junon. Oui, j'ai compris, l'histoire se répète. Mais précise ce qu'il faut retenir par contre. Ok. Ubisoft nous offre un récit de... créationniste, conspirationniste, avec de temps à autre un peu d'histoire. Vraiment, les Assassin's Creed sont un terreau pour des musées, professeurs et même des historiens quand il s'agit de pratiquer et de transmettre le langage du passé. Les fameux Discovery Tower en sont la preuve. N'est-ce pas l'inverse de ce que nous avons décrit ? Eh bien mon cher Daniel, on va devoir prendre le temps de la réflexion, car nous commençons à toucher au paradoxe. Les équipes créatives passent une bonne partie de leur temps, et ça on l'a dit, à explorer des archives, des paysages. Il s'agit avant tout d'une histoire qui passe par le réalisme des décors. Quelquefois ces décors sont fidèles, mais d'autres fois sont anachroniques. Après, il faut bien comprendre que la production d'un Assassin's Creed doit répondre à 3 exigences. Gameplay et logique du genre, favoriser le grand public, et bien entendu, la réalité historique. L'exigence de gameplay et de game design joue son rôle. Le format du jeu vidéo doit faire fi de la réalité historique. Par exemple, les reconstitutions ne sont pas à l'échelle de la réalité. Dans le jeu Origins, il est possible d'observer les pyramides de Gizeh en étant au sommet du phare d'Alexandrie. Chose impossible. L'idée est de réduire la distance réelle pour éviter que le jeu ne devienne qu'une longue traversée du désert. Les erreurs historiques sont parfois assumées. À la sortie de Unity, plusieurs historiens et journalistes se sont amusés à repérer les erreurs grossières dans les décors du jeu. L'exemple connu est le drapeau tricolore flottant au-dessus des rues de Versailles avant le 5 mai 1789. Choix délibéré, car le drapeau français est un élément symbolique facilement identifiable pour tous les joueurs, et ceux du monde entier. Il s'agit d'une marchandise destinée à la vente, n'oublions pas. Pas mal, non, c'est français. Et par moments, Ubisoft favorise la réalité historique. Dans Odyssey, vous avez remarqué que les bâtiments sont colorés. Des travaux d'archéologie ont relevé des restes de polychrome sur des vestiges, actant l'amour des couleurs chez les Grecs. Or, l'imaginaire populaire est habitué au marbre blanc des bâtiments. Malgré une volonté d'une partie des travailleurs de respecter cette image d'Épinal, la production a tranché en faveur d'une réalisation plus proche de la réalité historique. Ubisoft en profite pour adopter des contenus pédagogiques et culturels. Les Discovery Tower ou les partenariats avec des musées en sont des preuves. En 2024, l'Institut du monde arabe s'est associé à Ubisoft pour proposer une découverte virtuelle de la ville abbasside de Bagdad. Ce sont de véritables moments où sont exposés les travaux d'historiens et d'archéologues. Par ailleurs, Ubisoft explicite certains de ses choix lors de ses parcours. Dans le Discovery Tower de Origins, l'équipe explique la présence de classes mixtes auprès du recteur par un souci de jouabilité inclusive,
préférable au sexisme historique. C'est pour cela qu'on voit des filles et garçons en apprentissage, alors que c'est un anachronisme. Mais n'est-ce pas là l'intérêt ? Quand il s'agit de participer à la découverte de l'histoire, Ubisoft peut vendre du rêve. Toutefois, ces aspects restent en marge, ce sont des bonus. Dès que tu te plonges sur l'histoire contée par Ubisoft, le constat est tout autre. Il faut explorer l'histoire que les joueurs sont invités à jouer, et non l'histoire qu'ils sont invités à écouter. Tous les jeux Assassin's Creed s'accompagnent de débats. La recherche des erreurs historiques est devenue une tradition à chaque sortie. À l'annonce même des premiers teasers, les voix se lèvent pour dénoncer les divers anachronismes et incohérences. Là est le point. Ce sont de véritables moments d'appropriation de l'histoire par le grand public qui ne demande pas l'avis de l'entreprise. Nous nous rappelons de Assassin's Creed Shadow, qui a été un moment propice à de véritables réflexions sur ce qu'est un samouraï ou même les contacts du Japon féodal avec le reste du monde. Et pour cela, nous pouvons remercier Ubisoft. Les modélisations 3D de Notre-Dame ont aidé à la reconstruction du site après l'incendie. Donc oui, les jeux font vivre l'histoire auprès du grand public. Et par moments, ce à quoi le grand public est confronté est problématique. Faisons une petite étude de cas. À la sortie de Assassin's Creed Unity, Jean-Luc Mélenchon, figure de proue de l'un des partis de gauche en France, a dénoncé l'image négative de la Révolution en général. Il parle de propagande contre le peuple. Le peuple, c'est des barbares, des sauvages sanguinaires. C'est une relecture de l'histoire en faveur des perdants et pour discréditer la République une et indivisible. Pour Mélenchon, la Révolution française est le berceau de la démocratie et de la République, et ses protagonistes sont des modèles de vertu. S'il est vrai qu'il se place sur le terrain de la mémoire, Unity en fait de même. Ubisoft a vendu son jeu sur l'image d'une période de désordre, de conflits sanglants et de complots. Comme par hasard. Si la période est de fait violente, le jeu oublie de la contextualiser et de l'expliquer, à l'image de discours réactionnaires déjà présents à l'époque. Vous ne me croyez pas ? Alors écoutez. En 1797, un dénommé l'abbé Baruel recherche les causes de la Révolution française. Ce dernier propose l'un des premiers récits modernes, mais surtout complotistes et réactionnaires. Il va jusqu'à présenter l'origine de la Révolution française comme une longue succession de complots. Ils sont le travail, sur plusieurs siècles, de Templiers, voulant se venger du procès orchestré par le roi Philippe le Bel. Écoutons la voix de cet abbé, écrivant à destination des révolutionnaires français. Les Templiers ajoutent le vœu de se venger des rois et des pontifes. Ils se font les adeptes qui transmettent de génération en génération la même haine de Dieu et du Dieu chrétien, et des rois et des prêtres. Ces mystères arrivent jusqu'à vous, et vous en perpétuez l'impiété, les vœux et les serments. Voilà votre origine. Si on en revient sur l'histoire que nous propose le jeu, on peut y voir des ressemblances. Le personnage principal est un aristocrate qui assassine gratuitement des sans-culottes, donc oui, de petits artisans. Les révolutionnaires comme Robespierre ou Marat sont pensés comme des personnages sanguinaires, ne cherchant qu'à détruire l'ordre naturel des choses. La Révolution française est alors un complot fomenté par les Templiers pour se venger de l'indépendance des États-Unis. Ce qui est très clairement dit dans le scénario des jeux. Les rues du Paris révolutionnaire sont dépeintes comme bruyantes et sales en comparaison des rues bourgeoises du Paris de la Belle Époque. Et pour rappel, le jeu commence avec le procès des Templiers. Comme par hasard, c'est un emprunt au discours contre-révolutionnaire associant la révolution à une immense terreur violente, le tout décontextualisé et ne répondant pas à une logique de gameplay. Mais attends, Ubisoft a conscience de ça ou il s'agit d'une heureuse coïncidence ? Il s'agit d'une coïncidence, mais c'est là où est tout le problème. Si le récit de Ubisoft a des similitudes avec celui de Baruel, c'est parce qu'il partage une même conception de l'histoire de l'humanité. Il s'agit de toute une relecture. Les jeux Assassin's Creed se sont toujours vendus sur l'idée que la véritable histoire est volontairement cachée. L'histoire que nous apprenons est falsifiée. Au contraire, dans Assassin's Creed, tout est une question d'affrontement entre deux factions qui se battent dans l'ombre. Pour découvrir l'histoire, il faut la vivre et l'explorer, car les livres en donnent une version fausse. C'est ce que Arnaud, personnage principal de Unity, nous rappelle. Nous rêvons de marquer le monde de notre empreinte, même lorsque nous mourrons pour une cause qui ne figurera jamais dans les livres d'histoire. J'ai volontairement omis un élément narratif. Le personnage du présent est toujours accompagné d'un historien, Sean Hastings. Son rôle semble secondaire, mais est le visage des représentations historiques du jeu. C'est lui qui met à jour la fameuse encyclopédie là, oui, le Pokédex, servant de base de données pour les joueurs. Mais le Sean,
lui, écrit librement ses opinions et fait des remarques sur chaque découverte historique. Il remet en cause les manuels scolaires, ok, mais aussi les travaux des historiens. C'est d'ailleurs dans ses commentaires que l'on peut retrouver des fabulations dans la biographie de certains personnages, comme Mara, qui aurait eu des manteaux en pose humaine. Sean est là pour combattre une histoire falsifiée par les Templiers, qui ne met pas en avant les véritables acteurs de l'histoire. Il y aurait l'histoire fausse, celle des historiens, et l'histoire réelle, celle du jeu. C'est l'essence même de la phrase. Rien n'est vrai, tout est permis. Alors pourquoi s'embêter à étudier des sources ? C'est plus long et ennuyeux qu'une machine à voyager dans le temps. C'est en allant au bout de ce principe que l'on se retrouve avec Odyssée. Un récit qui emprunte davantage au récit d'Homère avec des dieux et des créatures légendaires qui auraient réellement existé qu'aux travaux d'un Paul Venn qui explique que les Grecs de l'époque doutèrent déjà eux-mêmes de leur propre mythe. En même temps, il est beaucoup plus divertissant de combattre la Méduse que s'intéresser aux symboles qu'elle renvoie. Et ta critique est déjà présente dans Origins d'ailleurs, dans laquelle tu combats tout simplement le dieu des morts, Anubis. Alors déjà, s'intéresser aux symboles de la Méduse, c'est divertissant. Ça explique des personnages comme Bo Hancock. Et pour Origins, je rappelle que les apparitions divines sont des bugs de l'animus. Du bonus pour le gameplay, mais du bonus. Très bien. Si je te suis, on a une dualité en fait. D'un côté, tu as la création du jeu qui mobilise des équipes dans des travaux de recherche et d'études pour apporter du réalisme. De l'autre, tu as le récit du jeu qui t'encourage littéralement à douter de ces mêmes travaux. Et oui, c'est un récit du passé qui nous est vendu. Un moyen pour l'entreprise de faire d'Assassin's Creed une véritable machine à profit, en marchandisant toute une histoire spectacle. En cela, il n'y a qu'un pas avant de tomber dans la démarche de ceux que l'on nomme les historiens de garde. Oui, ces personnalités politiques et médiatiques pour qui l'histoire est un grand récit romanesque avec des gentils, assassins et des méchants templiers. L'histoire est un outil pour faire de l'argent et pour mener des politiques antidémocratiques et antisociales. Et ces historiens falsificateurs, eux, ils ne sont pas cachés. Ce sont des Laurent Deutsch, des Franck Ferrand, des Éric Zemmour, et j'en passe. Allez jeter un coup d'œil à l'ouvrage de William Blanc, d'Aurore Chéry et de Christophe Naudin de 2013 sur la question. Toutefois, cela n'empêche pas Assassin's Creed d'être un moment d'appropriation collective de l'histoire. Alors oui, pour des historiens, des conservateurs de musées, des professeurs, mais aussi pour des joueurs qui peuvent être tout un chacun. Les Discovery Towers sont des espaces d'expression pour des spécialistes. Et il est là le véritable paradoxe. Alors que les jeux sont une source de profit et d'histoires complotistes, ils sont aussi, pour les travailleurs et les joueurs, une occasion de faire de l'histoire une pratique démocratique. Conclusion politique. On s'améliore. L'histoire doit devenir une affaire pour toutes et tous, et non un terrain de lutte entre spécialistes et complotistes. Effectivement, merci pour ces mots de la fin, mon cher Daniel. S'il y a une chose que vous devez retenir, auditeurs et auditrices, ce n'est pas la formule « rien n'est vrai, tout est permis », mais celle-ci, derrière chaque histoire, l'histoire réside. Pfiou! Espérons que cette diffusion soit parvenue au plus grand nombre. Ce n'est pas avec une émission que nous allons créer une étincelle, tu sais. Il s'agit plutôt d'une émission test. Désormais, nous allons proposer aux auditeurs et auditrices une émission grand format. Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. Gotcha.